Honorée d'être avec vous aujourd'hui, à la demande des organisateurs du colloque, pour présider la séance intitulée De l'unité dans la diversité, la départementalisation et l'Union européenne. Merci sincèrement à messieurs Didier Blanc et François Caffarelli pour leur invitation. Le titre de cette séquence n'est pas sans rappeler en partie la devise de l'Union européenne, In varietate concordia, ou encore le colloque organisé à Florence en 2007 sur le thème Union européenne et Outre-mer unis dans leur diversité. À cette réserve importante que le curseur se concentre, à la faveur des 70 ans de départementalisation ultramarine, sur les relations entre les départements d'outre-mer et l'Union européenne. La diversité entre l'Union européenne et les Outre-mer, ainsi qu'en particulier au sein même des territoires français d'Outre-mer, constitue une réalité incontournable. Cette question de la diversité, qui sera au cœur des discussions de cet après-midi, est en partie abordée dans les deux communications qui vont suivre. Au-delà de la diversité, je dirais qu'une volonté politique d'unité, dans le sens, pour reprendre la définition du Larousse, de la recherche d'un État harmonieux, d'un accord ou d'un partenariat entre les différents protagonistes concernés, caractérise également les relations entre les Outre-mer et l'Union européenne, qui appréhendent la spécificité des territoires ultramarins qui dépendent d'un État membre de l'Union via deux statuts distincts, à savoir les statuts de pays et territoires d'outre-mer et de régions ultrapériphériques. PTOM, RUP. Le statut de PTOM a été consacré dès 1957 par le traité de Rome. Pour résumer, les PTOM ne sont pas intégrés, mais simplement associés à l'Union européenne. En principe, le droit de l'Union ne leur est pas applicable à l'exception d'un régime spécifique d'association qui est fondé essentiellement sur l'article 355, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que sur la quatrième partie du traité, vraiment pour résumer sommairement. Actuellement, les PTOM sont au nombre de 25 et dépendent de 4 États membres, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark et France. Ce sujet, M. M. Saïdier le maîtrise parfaitement, pour avoir publié sur les PTOM nombre d'articles, et en particulier aux éditions Bruylant en 2013, sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Perpignan. À l'inverse des PTOM, les régions ultrapériphériques sont intégrées à l'Union et doivent donc appliquer ce droit sous réserve d'adaptation ou de dérogation liées à leur handicap structurel, qui sont gravés dans le marbre avec force juridique contraignante depuis le traité d'Amsterdam, et ce, moyennant une réécriture substantielle de l'article 227, paragraphe 2 du traité de Rome, relatif au seul département français d'outre-mer et à l'Algérie, question qui sera exposée, abordée par Madame Isabelle Vestris. Leur statut est régi par les articles actuellement 349 et 355, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ex-article 299, paragraphe 2, CE. Il est le fruit d'un long combat des régions concernées et de leur état d'appartenance, France, Espagne et Portugal. Actuellement, les RUP sont au nombre de 9 et désignent les 5 DOM français, la collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin, 2 régions autonomes portugaises, les Açores et Madère, et une communauté autonome espagnole, les Canaries. La question des interactions entre les statuts internes des départements d'outre-mer et leur statut de RUP de l'Union européenne sera abordée par Madame Vestris, dont les principaux travaux de recherche portent sur les RUP, si bien qu'elle a été recommandée au professeur Didier Blanc par le professeur Jacques Ziller pour traiter l'une des contributions de cette matinée. Elle leur a d'ailleurs consacré également sa thèse de doctorat publiée aux éditions Bruylant de 2012. Avant de passer donc la parole à nos spécialistes des relations UE Outre-mer,
je tiens à préciser qu'au-delà des différents statutaires, des permutations sont possibles entre le statut de RUP et le statut de PTOM. Ainsi, Mayotte a choisi de délaisser le statut de pays et territoire d'outre-mer pour devenir une RUP en 2014, les fonds structurels apparaissant nettement plus avantageux que le FED, le Fonds européen de développement. Sans pour autant que le changement de statut vis-à-vis de l'Union ne dépende automatiquement d'un changement de statut interne. Ainsi, la départementalisation de Mayotte en 2011 n'a pas entraîné automatiquement, immédiatement, sa rupéisation. La départementalisation est intervenue à Mayotte au terme d'un long processus. C'est de cette problématique dont souhaite à présent nous parler M. Thomas M. Saïdier, qui est maître de conférences en droit public au Centre universitaire de Mayotte. Merci, M. M. Saïdier, de nous faire part de votre regard critique sur l'accession de Mayotte au régime de département. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Avant de débuter ma communication, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, plus particulièrement Monsieur le professeur Didier Blanc et Monsieur Caffarelli, surtout de l'honneur que vous me faites en m'invitant à prendre part à une journée d'études qui est, me semble-t-il, très stimulante. Et je remercie le public qui est très motivé et qui nous écoute religieusement. Alors, Monsieur Didier Blanc m'a demandé de porter un regard critique sur l'accession de Mayotte au régime de département, ce qui n'a pas été une tâche aisée, mais je souhaiterais quand même relever le défi. Lorsque la maison brûle, on ne s'occupe pas des écuries. À l'image de cette citation que l'on doit à Choiseul, l'île de Mayotte n'a suscité qu'un intérêt secondaire. Depuis la mise en place de la souveraineté de la France en 1841, Mayotte a hérité de plusieurs statuts qui n'ont jamais réellement été conformes à la volonté de la population et des élus. Après l'accession des Comores à la pleine souveraineté internationale, à l'indépendance en 1975, l'État français a multiplié les consultations qui devaient en principe aboutir à un statut stable de droit commun, à savoir celui de département. Sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, Mayotte a hérité du statut de collectivité territoriale de la République. J'utilise ici les guillemets puisqu'il s'agit là de l'appellation qui a été choisie par le législateur de 1976. La particularité de cette collectivité innommée résidait dans le fait qu'elle n'entrait ni dans la catégorie des TOM, anciens TOM, devrais-je dire, territoire d'outre-mer, ni dans celle des départements d'outre-mer. Le statut sui generis dont Mayotte est doté en vertu de l'article de la loi 1976 était évolutif. Cela veut dire qu'il y avait un changement qui devait intervenir. Cependant, aucune consultation n'est intervenue. À l'issue des délais fixés par le législateur de 1976, on y reviendra tout à l'heure, et la loi de 1979 a prorogé ce délai de 5 ans. Alors, cette collectivité, le statut de collectivité sui generis imposé par le législateur de 24 décembre 1976 devait assurer pendant une période bref un régime transitoire pendant cette période, un régime transitoire au cours de laquelle Mayotte devait hériter d'institutions départementales. Alors, la loi de 1979, 22 décembre 1979 pour être précis, a prorogé ce délai de 5 ans et a prévu la consultation de Mayotte à l'issue de ces 5 années. En 2001, le législateur est intervenu pour doter Mayotte non pas de nouveaux statuts, puisqu'il s'agit, on le verra, du prolongement du statut sui generis qui a été initié par le législateur de 1976, mais c'est un statut qui va porter le nom de collectivité départementale de Mayotte, comme le dit la loi. Et la situation institutionnelle de Mayotte va prendre un nouveau tournant
à partir de 2009 par l'intervention d'une loi organique de 2009 qui entendait entériner le résultat du référendum du 29 mars 2009. Et par la loi du 7 décembre 2010, Mayotte va hériter du statut de département de Mayotte avec un grand D majuscule. Je mets entre guillemets département de Mayotte. J'y reviendrai sur l'impact de cette appellation tout à l'heure. Alors, cependant, pour atteindre ce résultat initié depuis 1958, le législateur a opté pour une démarche inhabituelle. En effet, le passage du régime provisoire dans lequel Mayotte a été enfermé depuis plusieurs années à celui de département s'est fait selon des modalités inhabituelles et donc critiquables. Ce sera l'objet de mon premier point. Et la mise en place même du régime prévu du régime du département prévu par l'article 73 de la Constitution a été faite là aussi au mépris de certaines règles constitutionnelles et institutionnelles fondamentales, ce qui fera l'objet de ma deuxième partie. Vous l'avez compris, la première partie porte sur les modalités inhabituelles du passage au statut de département et la deuxième partie porte sur les modalités contestables de mise en place du régime de département. Mayotte a toujours bénéficié du traitement singulier, ça a été rappelé abondamment ce matin, quant à l'accès au statut de département, là où les autres ont pu accéder à ce statut sans coup férir, sans à-coup. Ce statut devait intervenir depuis 1958, mais a été repoussé à de nombreuses reprises et pour des raisons nébuleuses. On y reviendra tout à l'heure. Après beaucoup d'insistance, les négociations aboutissant à l'octroi de ce statut ont pu reprendre, si ce n'est que Mayotte s'est vu soumettre là aussi à un régime de droit commun, un régime préalable de droit commun avant l'érection de son statut en département. Alors on va voir le report critiquable de l'octroi de statut de département. Après l'accession des Comores à la pleine souveraineté internationale, l'État avait décidé de consulter Mayotte. Il l'a fait le 8 février 1976 et la population a maintenu son désir de rester au sein de la République. Après cette consultation, il y a eu une nouvelle consultation 3 mois plus tard. Au mois d'avril, Mayotte a à nouveau été consultée s'agissant de son évolution statutaire. Et la population, là aussi, a des rechefs massivement opté pour le maintien au sein de la République, mais surtout pour le statut de département, en rejetant vertement le statut d'autonome qui lui était proposé. Alors, le législateur, le 12 mai, plus précisément le 12 mai 1979, un projet de loi a vu le jour et ce projet de loi faisait de Mayotte un département d'outre-mer au sein de la République. Il s'agissait là d'une prise en compte heureuse de la situation particulière de Mayotte, de l'attente de la population, de la volonté des Maoris. Sauf que ce projet de loi a été avorté sans qu'aucune raison valable n'ait été communiquée. Une raison officielle, aucune raison n'a été communiquée. Le projet a été abandonné alors que l'examen avait débuté en commission. Donc on revient encore en arrière. Alors, il a fallu que le législateur intervienne pour doter Mayotte d'un statut provisoire puisque le statut de territoire d'outre-mer hérité en 1958 n'était plus envisageable dans la mesure où il incluait les 4 îles de l'archipel de Comores. Donc, une nouvelle loi, la loi du 24 décembre 1976, qui va doter Mayotte du statut de collectivité territoriale de la République, en prenant soin de confier l'initiative de la consultation au Conseil général. Il suffisait que le Conseil général adoptât une délibération aux 2/3 de ses membres, invitant le législateur à modifier le statut pour que celui-ci entérine cette volonté. La loi du 22 décembre 1979, non seulement va proroger ce délai de 5 ans, mais surtout va retirer l'initiative qui était initialement confiée au Conseil général. Alors, le Conseil général n'aura qu'un pouvoir consultatif. Alors, quoi qu'il en soit, les 2 lois imposent le consentement de la population. Alors, on peut se poser la question. Comment ça se fait que le législateur a maintenu cette consultation alors que lorsqu'on analyse les dispositions constitutionnelles, il n'y avait aucun élément constitutionnel qui imposait le législateur à consulter Mayotte avant de doter Mayotte du statut de département.
Alors, le législateur a quand même maintenu les consultations. Alors, bien évidemment, ces motivations ne sont absolument pas convaincantes. Alors, cette question de consultation, alors qu'elle n'est pas envisagée par les dispositions constitutionnelles, laisse surtout apparaître un malaise dû au rapport conflictuel entre l'État français et l'État comorien. Alors la consultation, en réalité, devait en quelque sorte apaiser les tensions en offrant aux Maoris de revenir sur leur choix à tout moment, en choisissant notamment d'intégrer l'État de Comores, et ainsi on permettait à l'État comorien de garder l'espoir très chimérique de voir un jour Mayotte intégrer l'Union des Comores. Donc c'est pour des raisons purement politiques, voire diplomatiques, que cette consultation a été maintenue. Bien sûr, ce type de motivation n'emporte pas la conviction, puisqu'on l'a vu ce matin, la politique adoptée à l'époque consistait à généraliser le statut de département à l'aide d'une assimilation renforcée. Cette généralisation a débuté en 1946 par la loi de 19 mars 1946 et elle s'est poursuivie, notamment s'agissant du cas de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1976, qui a bénéficié, malgré l'opposition virulente de la population, du statut de département. Et cette généralisation n'a pas connu une application effective s'agissant du cas de Mayotte. On avance d'autres arguments, indépendamment de l'argument diplomatique, un argument purement constitutionnel. Alors le législateur a dit, bon, écoutez, les Mahorais, vous voulez le statut de département. Mais si on vous donne le statut de département, c'est le principe d'identité qui va s'appliquer, le principe d'assimilation. Or, le principe d'assimilation, d'identité législative prévu à l'article 73, n'est pas compatible avec le maintien du principe de spécialité. Bien évidemment, à cet argument, on a envie d'objecter une réponse négative. On dira, monsieur le législateur, vous avez vu, rappelez-vous, 19 mars 1946, la loi de 19 mars qui a érigé les 4 vieilles colonies en département d'outre-mer avait prévu expressis verbis le maintien du principe de spécialité de manière transitoire. Alors là aussi, le juge constitutionnel, en 2010, a pris une décision s'agissant de cas de Mayotte, consistant à valider le maintien du principe de spécialité au motif que ce maintien consistait à permettre Mayotte de passer du régime prévu par l'article 74 à celui de l'article 73 sans interruption. Donc on pouvait maintenir le régime transitoire juste parce que le Conseil constitutionnel il a dit dans la mesure où ce régime a une portée limitée et il s'agit des mesures provisoires, on pouvait le maintenir. Donc l'argument avancé par le législateur n'est absolument pas convaincant. Maintenant, le petit sous-point, le deuxième point que je vais aborder dans cette deuxième partie, c'est la soumission préalable de Mayotte au droit commun départemental. On se souvient là encore, les 4 vieilles colonies, quand elles ont bénéficié du statut de département, ça s'est fait sans à-coup, sans besoin qu'il y ait un régime transitoire, sans nécessiter l'intervention d'un fameux pacte sur la départementalisation de Mayotte. Alors que le cas de Mayotte est assez inédit, en ce sens que Mayotte a été soumis à ce qu'on appelle un pacte pour la départementalisation. En toute honnêteté, de manière très objective, il s'agit là d'un document juridique qui, d'abord, mal rédigé, dont l'auteur n'est pas identifiable. Ils n'ont pas eu l'audace de le signer, de publier le pacte au journal officiel, donc qui n'a aucune portée juridique contraignante. En plus, comme si ça ne suffisait pas, les rédacteurs du pacte, très ambitieux, très courageux, ont mentionné, imposent aux Maoris l'abandon du statut personnel. Arrêtez, c'est un peu exagéré. L'article 75 de la Constitution prévoit le maintien du statut personnel, dès lors que la personne n'a pas abandonné son statut de droit civil. Donc voilà, donc ce sont des bizarreries qui apparaissent s'agissant du cas de Mayotte. Alors maintenant, voyons la deuxième partie, il reste peu de temps, les modalités contestables de mise en place du régime de département. Alors ici, on va voir que là aussi, le législateur a été extrêmement ingénieux, tout comme le gouvernement. D'abord, parlons de cette histoire du référendum, la discussion autour du référendum du 29 mars 2009.
J'ai lu le décret. Alors, le décret trouve son fondement à l'article 72-4 et 73, alinéa 7. Alors, il y a un problème. Le Conseil d'État a interprété ces dispositions de manière totalement approximative, si ce n'est maladroite, en indiquant que, parce que les deux dispositions, l'article 72-4 prévoit, si vous voulez, le passage d'un régime prévu à l'article 74 à celui prévu à l'article 73, et impose ce passage, et soumet ce passage au consentement de la population. L'article 73, alinéa 7, prévoit à peu près la même chose, mais là, c'est la fusion de deux entités infra-étatiques ayant préalablement existé en collectivité unique. Là aussi, le passage est subordonné au consentement de la population. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le cas de Mayotte? Je me pose la question jusqu'à présent. Le législateur, le gouvernement a jugé utile de soumettre une question portant deux objets distincts dont la portée juridique était, dont les bases juridiques étaient totalement différentes. On se souvient qu'en 1987, il avait voulu faire la même chose s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, soit la Nouvelle-Calédonie restait au sein de la République, soit accéder à la pleine souveraineté internationale. Le Conseil constitutionnel a sanctionné ces dispositions en indiquant qu'elles entraînaient stupidement, inutilement, la confusion au sein des électeurs. Et pour le cas de Mayotte, c'est passé inaperçu. C'était un décret aussi qui n'a pas été soumis au Conseil d'État, puisque le Conseil d'État, d'une grande sagacité, a estimé que les dispositions n'ont pas été violées. Ce que je conteste totalement. Comment? Pourquoi je dis cela? Tout simplement, c'est vrai que l'article 72-4, alinéa 4, prévoit le consentement de la population pour tout passage d'un régime à un autre. L'article 73, alinéa 7, prévoit la même chose en cas de fusion de deux collectivités. Mais ce que le Conseil d'État n'a pas vu, alors je me demande juste si le Conseil d'État a lu avec beaucoup d'attention les dispositions de l'article 73, alinéa 7, qui prévoit que le changement, la substitution de deux collectivités à une collectivité unique, d'abord requiert le consentement, mais suggère surtout que ces deux collectivités aient existé. Or, sauf erreur de ma part, Mayotte n'a jamais été ni département ni région. Peut-être parce que j'étais à Perpignan, je n'ai pas suivi l'actualité ici, mais il me semble que ces deux collectivités n'étaient pas d'actualité. Donc, faire passer Mayotte, plutôt soumettre Mayotte aux dispositions prévues à l'article 73 alinéa 7, c'est totalement violer la Constitution, puisque cette disposition impose l'existence préalable de deux entités infra-étatiques devant fusionner. Alors donc on voit qu'il y a une maladresse en ce sens. Alors, ce n'est pas fini. On va poursuivre dans le sens des maladresses. D'abord, on va parler de cette formule de département de Mayotte. Formule de département de Mayotte. On dira, c'est un débat juridique, Mayotte est un département. Ok. Tous les Maoris sont contents. Mais le législateur, lorsqu'il a décidé d'ériger Mayotte en département, a choisi une formule défiant toute logique juridique qui est département de Mayotte, avec un grand D majuscule. Attention, dans la question posée, lors du référendum, il y avait département entre guillemets. Vous vous souvenez que, généralement, quand on met des guillemets, c'est pour marquer une distance. C'est des guillemets ironiques. Ça veut dire que le mot est employé dans un autre contexte que le contexte habituel. Le mot ne revêt plus le même sens que celui qu'on le reconnaît habituellement. Pour Mayotte, ça n'a dérangé personne. Le législateur a maintenu cela. Alors, donc, département de Mayotte. Bien sûr, cette appellation, elle est très maladroite et surtout, elle n'a aucune charge normative. Aucune charge normative. On se souvient de la Polynésie. Lorsque le législateur a tenté d'appeler la Polynésie pays d'outre-mer, le Conseil a dit, écoutez, monsieur le législateur, vous êtes habité par des bizarreries, vous pouvez appeler la Polynésie comme étant un pomme, pays d'outre-mer, mais sachez que le mot pomme, pays d'outre-mer, n'a aucune valeur de droit. Donc appelez la Polynésie comme vous voulez, mais d'un point de vue juridique, ces mots n'ont aucune portée juridique. Donc ici, le cas de Mayotte ne déroge pas à cette particularité. Autrement dit, l'expression département de Mayotte, employée ici avec maladresse,
n'a aucune portée normative et entraîne inutilement la confusion au sein de la population. On peut le dire, et je le dis, en plus je suis filmé, mais c'est pas grave, le législateur est allé trop loin, même trop loin. Il s'est... je le dis simplement, plutôt que d'adopter, comme d'habitude, un acte de portée normative, il a adopté une action de portée purement psychologique. Et on le sait, on le voit également à La Réunion, à quel point le mot département a créé un désastre psychologique inqualifiable. Vous enlevez le mot département, tout le monde est inquiet. Mais tout le monde, même y compris dans la vie. C'est un mot rassurant, c'est comme si c'était une sorte de consolation en fait. Donc on met le mot département, comme ça on va maîtriser les réactions des populations. On est sûr que les mamans n'allaient pas descendre, bloquer les institutions, et là tous les Mahorais allaient être heureux. J'ai eu le malheur de faire une conférence le 2 avril dernier et de dire cela, je vous assure que je me suis attiré la foudre. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, si cette appellation n'est pas admise, n'est pas acceptable, comment faire alors pour résoudre le cas de Mayotte, puisque l'article 72-4 et l'article 73 alinéa 7 ne sont pas applicables. Il faut fouiller un petit peu. Et en lisant la Constitution, on se rend compte que c'est l'article 72-1 alinéa 1er qui s'applique s'agissant du cas de Mayotte. En réalité, cet article prévoit la création, confère au législateur le pouvoir de création qui est général. Toute autre collectivité est créée par la loi. Et si on peut interpréter, d'ailleurs le Conseil avait interprété ce passage de manière extensive en indiquant que c'est sur le fondement de ce passage que le législateur a créé la ville de Paris, mais également en Outre-mer le cas de Mayotte. Donc, j'estime que d'un point de vue constitutionnel, ce fondement me semble beaucoup plus solide que celui adopté par le législateur. Alors se pose encore la question de l'article 73. L'article 73 est censé marquer une certaine unité, est censé représenter toutes les entités départementalisées. Or, cet article ne trace plus la réalité. Alors, on compte 5 départements, 5 territoires départementalisés. On a La Réunion, on a la Guadeloupe qui constitue des départements et régions d'outre-mer. La Réunion et la Guadeloupe sont totalement différentes. Alors, je ne vous l'apprends pas ici à La Réunion que des dispositions visant les mesures d'adaptation ne sont absolument pas applicables, conformément aux souhaits des Réunionnais. Les 3 collectivités uniques. D'abord, Mayotte est unique à son genre. Et pour reprendre la formule d'Aimé Césaire, c'est une collectivité entièrement à part. Alors, les 3 collectivités uniques, on a Mayotte, on a la Martinique et on a également la Guyane. Regardons d'abord Martinique et la Guyane. Ce sont 2 collectivités qui sont totalement différentes. La Martinique a hérité d'institutions qui sont différentes de celles applicables à la Guyane. Il y a une assemblée de la Martinique, il y a un conseil exécutif, une conseil de l'environnement, voilà, de l'environnement, de la culture, de l'éducation, etc. Et en Guyane, on n'a pas cela, on a juste une assemblée, plus commission de la culture, de l'environnement, etc. Mais il n'y a pas de conseil exécutif. Donc, 2 collectivités qui sont différentes. Le cas de Mayotte se trouve aligné sur le régime de droit commun. Donc là aussi, à part. Non, au final, on constate que l'article 73 n'entend pas ici marquer une réalité d'unité, absolument pas, puisque l'article prévoit toute évolution à l'intérieur même du régime d'identité prévu par cet article. Donc il est hautement souhaitable que le constituant lui-même revoie la rédaction de cet article qui ne parvient qu'à entraîner une confusion. J'arrêterai là parce que j'ai dépassé d'1 minute. Merci. Je vous remercie de votre attention.